ça y est, vous avez tout, stylo, Oui. lunettes, livres. Bonjour Emmanuel. Bonjour Henri. Vous n'êtes pas bien rasé, hein? Ah non, maintenant, vous savez, hein, je me laisse un peu aller. Bon, alors aujourd'hui, on va d'abord parler de vous, quand même. Oui, si vous voulez. Ben oui, je trouve que c'est important. On résume la situation. Donc, vous avez fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a détruit votre entreprise, qui était la plus grosse boîte de nuit de Paris, un lieu culte du rock. Donc, on vous met à terre, alors que, dans le même temps, comme on n'a pas mégoté, on vous poursuit au pénal pour dissimulation de recettes. Les poursuites tombent parce qu'il n'y a pas de vous pouvez faire la preuve qu'il n'y a pas de dissimulation de recettes, donc vous êtes blanchi. Malgré ça, le fisc continue, vous en colle pour une quinzaine de millions, continue notre administrative, gagne en première instance, perd en appel. C'est-à-dire que le premier appel a rejoint, la cour d'appel a rejoint le tribunal correctionnel. Voilà, tout à fait, légitimement. Voilà. Le fisc là-dessus donc A fait appel. va en Conseil d'État. Le Conseil d'État casse l'arrêt et la cour de nouveau saisie diminue de moitié la facture. Alors cette facture diminuée de moitié reste quand même scandaleuse, mais il s'avère que si au départ elle avait été de moitié, malgré vous auriez pu la payer, ça aurait fait de gros sacrifices pour l'entreprise, vous auriez pu la payer. Oui, si elle était arrivée en 97, j'aurais pu la payer. On en revient toujours à la même chose, que on a du mal à faire comprendre aux différentes instances que le contrôle fiscal est bien l'endroit du meurtre de l'économie. Pourquoi c'est l'endroit du meurtre de l'économie? Parce que dans une économie de marché, les charges générées par l'État, c'est-à-dire l'impôt, les impôts, tous les impôts, finissent évidemment dans les produits mis à la disposition par les entrepreneurs. C'est-à-dire que l'entrepreneur, quel qu'il soit, l'opérateur économique, quel qu'il soit, calcule son prix de revient, inclut dans tous ses prix tous les impôts, qui finissent tous par se retrouver là, et à un prix de vente qui doit être supérieur au prix de revient du produit qu'il fait ou de la prestation qu'il donne. Ce produit, cette prestation, incluant toute la fiscalité. Donc... La fiscalité est prévisible. D'accord. La fiscalité est prévisible. Donc ça veut dire que plus la fiscalité augmente, plus les produits ne sont pas compétitifs, mais ils affichent le prix de la fiscalité, jusqu'au moment où ils sont plus compétitifs et plus personne ne peut plus rien vendre. C'est la faillite généralisée, mais de toute façon, autrement, dans ce laps de temps, tous ceux qui produisent mettent la fiscalité dans le prix. Mais le contrôle fiscal, lui, il n'est pas prévu, puisque si vous voulez, que l'entrepreneur ait une comptabilité nickel ou moins nickel, peu importe, de toute façon, l'entrepreneur, l'acteur économique, sauf, on ne parle pas de la pègre, des trafics de drogue, etc. Bon, mais l'acteur économique, quel qu'il soit et quels que soient ses rapports avec le fisc, de toute façon, va engloutir la totalité de ses bénéfices dans son entreprise. Parce qu'un entrepreneur, c'est comme ça. Un acteur économique, ça reste un acteur économique. Ça représente 3 millions de personnes sur les 60 millions de Français. Ça fait vivre tout le monde. Mais c'est les gens qui ont ce tempérament-là. Tout leur argent gagné va dans leur entreprise. C'est réinvesti. Alors, quelquefois, dans leur entreprise, d'une manière un peu bizarre. Par exemple, on peut penser que tel entrepreneur s'achète une Porsche et que c'est un cadeau qui se fait. Pas du tout. L'entrepreneur qui achète une Porsche, il achète une Porsche parce qu'il pense que ça lui est utile, exactement comme le président du conseil général pense ou le magistrat pense qu'il faut qu'il ait un super bureau, un palais. Voilà, un palais. Le magistrat n'imagine pas une seconde qu'il pourrait rendre la justice dans un Algeco, en costume, en jean et en chemise. Non, il lui faut des robes noires, un apparat, il pense qu'il en a besoin. Un entrepreneur est pareil, il pense qu'il a besoin d'un certain apparat. Oh, il peut se tromper, c'est possible, mais tout est là. Et quand l'impôt, le surimpôt... De toute façon, il réinvestit. Il réinvestit. Peut-être d'une manière bizarre pour celui qui regarde, mais c'est un investissement. Donc, quand le surimpôt arrive, il n'est pas prévu. Donc il ne peut pas être payé. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas être payé. Parce qu'il va être obligé d'être pris sur les futures marges. Et s'il dépasse un certain quota, il ne peut pas être pris sur les futures marges. Donc, il va tuer l'entreprise. Alors, il peut ou l'affaiblir terriblement et la rendre malade pour des années, ou la tuer.
Mais de toute façon, c'est ça. Donc chaque contrôle fiscal est mortel, introduit une maladie mortelle. Ça, c'est absolument essentiel de savoir ça. Donc vous avez subi ce contrôle fiscal et il vous a détruit. Bien. Aujourd'hui, les sommes qui étaient demandées sont telles qu'il vous reste quoi? Vous avez 66 ans, on ne peut pas rechercher un travail à 66 ans, je ne sais même pas si on a le droit. Vous avez une retraite et une maison, c'est tout, absolument rien d'autre. Et donc le fisc aujourd'hui vous saisit. Et ma maison n'est pas un palais, hein, on s'imagine pas. Je veux dire, c'est pas une maison. Vous pas la vivez maison avec tapis, vos enfants, voilà. vous avez 2 enfants. Bah oui, non, c'est dans les Cévennes. Hein, ça aurait pu être dans le Larzac, mais c'est dans les Cévennes. Bon, donc dans les Cévennes, il n'y a pas de palais. Alors, où les palais qu'il y a dans les Cévennes ne sont pas coûteux. On n'est pas à Saint-Tropez, ni à Biarritz, ni à Tokyo. Voilà. Donc cette maison qui est une maison normale, qui abrite vos enfants, et puis votre retraite, c'est tout ce qui vous reste. Or aujourd'hui, cet ensemble, ça représente, mettons, je ne sais pas combien, peu importe. Bon, ça a été estimé grosso modo à 300 000 euros. Voilà. Et vous êtes poursuivi pour 1 600 000 euros. C'est-à-dire que non seulement on veut vous mettre SDF, non seulement on veut vous faire disparaître, mais en plus, il vous restera en plus toute votre vie à payer des sommes qui ne peuvent pas être payées et qui interdiront à vos enfants d'avoir un droit à votre succession. Parce qu'il y aura plus de dettes, bien sûr. Ça reste dû. De toute façon, ma succession, il n'y a plus grand-chose. Hein. Ce sont des malades. Oui. On se demande jusqu'où ça ira. Non, faire ça à quelqu'un... Après l'avoir ruiné. Après l'avoir ruiné, mais puis, quelqu'un qui a quand même créé une entreprise qui a été connue dans toute la France, qui a été vraiment un point de ralliement du monde du rock, de la culture. Enfin, j'avais quand même plus de 50 employés, je les ai fait vivre pendant 25 ans. Et parmi les gens qui peut-être nous écoutent, il n'est pas impossible qu'il y ait des gens qui étaient dans cette entreprise. Bon, donc, comment peut-on... Alors, j'ai une explication que je mettrai dans un billet après-demain, et dont nous reparlerons, parce que je crois que c'est très important. Donc j'ai une explication. Donc voilà, donc je pense qu'il fallait parler de vous, là, que c'est quand même, parce que là, oui, là, on a l'air normaux, là, mais vous êtes un zombie, en fait. Hein. Oui, je suis un zombie. Vous êtes transformé en zombie. Ouais. Vous êtes un zombie, plus d'existence économique, Et donc, à la veille, parce qu'ils vont aller au bout, là, ils parlent de vendre cette maison moins chère. Je veux dire, bon, alors, vous allez déposer une plainte au pénal, etc. On ne sait jamais, les choses, voilà, cette folie ambiante peut passer. On a notre question prioritaire de constitutionnalité qui est en cours. On se bat, mais on est quand même plus qu'isolé, puisqu'on n'est que 2 sur 60 millions. Ça fait pas ça, un bon, pour se battre, un bon pourcentage. Pour se battre, on se bat. Oui, on n'est pas nombreux. Donc voilà. Donc si vous voulez, il faut que tous ceux qui ont un contrôle fiscal sachent que ça va finir comme ça, de toute façon, parce que soit ils vont être complètement laminés, soit de toute façon ils vont être ruinés pour plusieurs années, parce que la facture qu'il y a à payer, ils ne pourront pas la payer. Bon. Donc, et la plupart du temps, 9 contrôles sur 10 sont complètement illégitimes. Ce sont des appréciations du fisc. Oui, c'est ça. C'est des appréciations sur votre entreprise. Oui, vous n'auriez pas dû faire ça comme ça. Là, vous avez réduit votre stock, mais non, il vaut beaucoup plus cher. Ou là, vous avez ah non, mais là, vous avez eu beaucoup plus de clients que ce que vous nous dites. Enfin, que des trucs qui sont abscons, qui sont abstraits, qui sont une argumentation, des argumentations complètement fumeuses, mais qui ont force de loi. Et qui ne reposent sur rien. Ouais. Que sur quelque chose dont nous parlerons, mais je ne vais pas en parler là parce que ça serait trop long. Non. Voilà, on va parler de ça. On va parler d'une autre chose qui est... je publie évidemment mes billets sur notre blog, mais je les publie aussi sur un autre blog qui s'appelle Objectif Éco, qui a été créé par un garçon qui s'appelle Charles de Repère, qui est un homme très ouvert, qui est assez rigolo, et qui, dès mes premiers billets, m'a ouvert les colonnes de son blog. Donc, je l'en remercie et je publie sur ce blog. Et sur ce blog, il y a un monsieur qui publie assez régulièrement et qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Bénard. Alors, Vincent Bénard est un libéral très structuré. Il est très cohérent, c'est-à-dire que ses billets sont extrêmement cohérents et sa pensée libérale est très cohérente. Et en ce moment,
il sort des billets sur le thème de libérons le foncier. Donc il explique d'une manière très cartésienne et très, très mathématique, il explique pourquoi le problème du surcoût de l'immobilier en France, de la bulle immobilière en France, qui n'est pas du tout normal, vient des rétentions de foncier. Et je vous laisse, alors je vous... Allez sur ce blog lire des papiers de M. Bénard, ils sont vraiment bien. Mais je voudrais dire à M. Bénard que, quand même, quelque part, il y a dans son explication, il oublie une chose qu'il ne peut peut-être pas dire, lui, mais que moi je peux dire, il oublie la corruption. C'est-à-dire qu'il oublie qu'en fait, si le foncier n'est pas libre, c'est strictement parce qu'il est entre les mains des élus à usage personnel, c'est-à-dire qu'ils en font un usage politique, ils en font un usage d'achat de voix, hein, et il y a une alliance entre ces politiques et les grosses sociétés, les gros opérateurs, qui sont 5 ou 6, ne sont pas très nombreux, dont je pourrais dire le nom, mais je ne vois pas l'utilité de me bomber un procès en diffamation à ce sujet, mais les 5 ou 6 opérateurs français qui sont, je dirais, cul et chemise avec les collectivités et participent très étroitement dans une corruption généralisée à l'augmentation, à la rétention du foncier qui génère l'augmentation des prix. Je vais vous donner un exemple, par contre, très simple, là, et je n'ai pas du tout peur d'être attaqué en diffamation. Ça se passe à La Rochelle. Alors, vous voyez, à La Rochelle, je ne sais pas si vous allez très bien voir, parce que c'est un petit peu loin. À La Rochelle, je tente depuis 10 ans de faire un projet sur ce terrain qui est ici, qui est un terrain de 100 hectares en pleine ville. Ce terrain de 100 hectares en pleine ville, dans les années 78, il était évidemment voué à la construction, car ça ne peut pas être un autre destin que celui-là. Son destin, c'est la construction. Comme je suis arrivé sur ce terrain et que j'ai gêné nos corrompus, élus et leurs camarades capitalistes, ils ont artificiellement classé ce terrain qu'ils voulaient, parce que l'histoire, c'est qu'ils voulaient déposséder les propriétaires à 2 ou 3 euros le prix du mètre carré. Et moi, j'ai donné le prix réel qui est entre 30 et 50 euros. C'est le prix que doit être payé un terrain nu, parce qu'il est nu. Hein. J'ai donné ce prix aux propriétaires, et évidemment, ça n'a pas plu. Donc, ils ont utilisé leur pouvoir d'urbanisme de manière complètement perverse pour classer ces terrains en zone agricole, alors que si vous voulez, on est en pleine ville. Bon. Donc vous voyez, actuellement, on répand du pesticide là, en pleine ville pour une zone agricole qui est absurde. Cette affaire va au tribunal administratif à Poitiers le 2 avril. On va certainement perdre. Mais pour vous donner une idée du fonctionnement de ces gens, ici, il y a un terrain qui vous appartenait, là, un peu plus haut, là, vous voyez, ici, là. Il y avait un terrain qui vous appartenait, à vous, Français, parce qu'il appartenait à l'armée, enfin, il était occupé par l'armée française, il appartenait à l'État, il fait 25 hectares. Eh bien, ce terrain, ils en ont eu la propriété gratuitement. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce terrain pour le franc symbolique. C'est-à-dire que vous, Français, vous avez perdu à peu près 20 millions d'euros là. Voilà. Donc vous avez perdu ça, ils ont eu ce terrain gratuitement. Et sur ce terrain, ils mettent le siège du Crédit Agricole. Voilà. J'ai déposé une plainte et tout. Aucun effet. Aucun effet. Donc, je voudrais dire à M. Bénard ce qu'il sait déjà, mais qu'il n'ose pas dire, mais qu'il faut bien que quelqu'un dise, parce que si on ne le dit pas, où va-t-on? En réalité, la rétention du foncier répond à une corruption généralisée autour du foncier entre élus et quelques grosses sociétés nationales, voire quelquefois régionales ou locales. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Oui, bah, c'est pas réjouissant non plus, ça. Non, c'est pas réjouissant, mais c'est des choses qu'il faut dire, parce que ça peut s'arranger. Bon, ça passera peut-être d'abord par une faillite généralisée, une misère générale totale qui va durer 50 ans, mais on peut peut-être en sortir, mais pas nous, mais nos enfants, nos petits-enfants. On peut en rire parce que c'est tellement ridicule, c'est tellement miteux, c'est tellement petit tout ça, c'est tellement minable. C'est qu'une histoire de sous. De toute façon, c'est une histoire de sous. Même pas une histoire de conneries, c'est n'importe quoi. Bon, on va changer. Voilà, on passe à la lecture. Ouais. Voilà, alors ça c'est. Alors là, c'est votre idole. C'est pas mon idole, mais c'est quelqu'un qui a su aller au fond des choses dans certains dossiers, dont le dossier fiscal. On n'est pas chez les abrutis, là, on est chez les intelligents. Ouais. Parce que M. Zimmern est un monsieur âgé, mais c'est un monsieur qui est polytechnicien,
qui a été politicien, énarque en plus. Et qui a... qui, pour un énarque, a bien tourné. Oui, et qui est rentré dans le monde privé et qui a donc fait fortune par des brevets, par des choses, en utilisant son intelligence. Alors il a écrit ce livre qui s'appelle « Changer Bercy pour changer la France ». Voilà. Alors, on y arrive. Alors c'est assez amusant parce que ce livre est édité par les éditions Tatamis et Jean Robin. Jean Robin était l'animateur d'une petite association à laquelle j'avais participé qui s'appelait Contre-Attaque, je crois, Contre-Attaque. Et le jour de la création de cette association, moi j'avais pris la parole et j'avais dit il faut raser Bercy. Alors on m'avait dit mais comment? Ah non, il ne faut pas exagérer là, parce que là si on crée une association, si on commence à dire des choses comme ça, pour moi à Bercy c'est la Bastille, il faut raser Bercy. Et alors vous voyez, je vois que petit à petit il fait son chemin, puisque Jean Robin édite Monsieur Zimmern, qui est quand même beaucoup plus intelligent que moi évidemment, mais c'est très intéressant, il faut le lire, et qui dit il faut changer Bercy pour changer la France. Bon, entre raser Bercy et changer Bercy pour changer la France, il n'y a pas une grande différence, parce qu'on ne peut pas changer Bercy sans préalablement le raser. C'est pas possible. Donc voilà, donc ce livre je vous le conseille, il n'est pas grand, il est très facile à lire, très agréable à lire. Comme tout ce que fait Zimmern, c'est très facile à lire. C'est franchement un bon livre qui remet... Alors bon, Picty, ça il l'aime pas. Alors là, Picty, là, il le remet à sa place, et puis il le remet à sa place en mathématicien, c'est-à-dire qu'il a été voir dans les contes faits par Picty tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonger. Et dans ce livre, il le met. Ça fait du bien. C'est un livre qui fait du bien. Ouais. Voilà. Comme tous les livres de Zimmern, ce sont des livres qui font du bien, mais qui malheureusement, au final, ne changent pas grand-chose. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Vous verrez dans mon billet, dans mon prochain billet, on ne peut pas changer les choses parce qu'on est atteint d'une maladie collective qui s'appelle la schizophrénie. Et donc, j'expliquerai dans ce billet, et on en reparlera dans une vidéo, nous sommes atteints la France est atteinte d'une très grave maladie qui s'appelle la schizophrénie collective. Enfin, que j'appelle la schizophrénie, parce que je ne suis pas certain que ça soit répertorié dans les manuels de psychiatrie. Mais moi, j'appelle ça, et j'en fais la démonstration. Et donc, cette maladie, tant qu'on n'est pas guéri, la France ne peut pas s'en sortir parce que c'est une véritable maladie. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose de raisonné. C'est une maladie. Bien. Bon. Eh bien, écoutez... Alors, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine. Très rapidement, d'ailleurs. Oui, je reviens très rapidement, oui. Bon, alors, donc, à très rapidement. À bientôt. À bientôt. Au revoir.